Nous sommes dans la maison que Jules Verne a habitée à Amiens, et ce lieu est tout à fait adapté à une évocation de Jules Verne et surtout de son œuvre. Et cette œuvre, elle pose encore problème aujourd'hui, puisque bien souvent, dans les ouvrages consacrés à la littérature du XIXe siècle, par exemple, Jules Verne est toujours traité un peu à part, comme s'il n'était pas vraiment un auteur comme les autres, comme si son œuvre n'était pas véritablement une œuvre littéraire. Et il est vrai qu'elle présente un cas particulier. Elle est née dans un contexte qui est celui du XIXe siècle, une époque de grande découverte. Et Jules Verne lui-même, d'ailleurs, a déclaré à la fin de sa vie à une journaliste anglaise qui venait l'interroger dans cette maison: « J'estime que j'ai eu de la chance d'être né dans une période de découverte remarquable et peut-être plus encore d'inventions merveilleuses. » Alors Jules Verne est né au début du XIXe siècle à Nantes en 1828. Il est né dans une famille qui s'intéressait à la littérature. Son père compose des poèmes. Son père est avoué, une profession qui ressemble un peu à clerc de notaire ou entre clerc de notaire et avocat. Et sa mère jouit apparemment d'une grande imagination. Elle raconte des histoires, ce qui explique peut-être ce goût chez Jules Verne de l'invention, de l'imagination et du romanesque. Il fait des études tout à fait normales au collège et au lycée de Nantes, puis se lance dans des études de droit qui vont l'amener à venir à Paris. En 1848, il arrive donc, alors que Paris commence à se remettre de la Révolution, et dans ce contexte, Jules Verne va très vite renoncer à s'intéresser au droit pour regarder plutôt du côté de la littérature, ce qui ne nous surprend pas, étant donné ses intérêts de sa jeunesse. Et sa chance va être de rencontrer Alexandre Dumas, qui à l'époque est romancier célèbre. Il a déjà publié Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Dumas cherche alors des jeunes auteurs pour une salle de théâtre dont il s'occupe à Paris. Et Jules Verne y voit tout de suite l'occasion de percer dans le domaine de la littérature. Il compose une pièce de théâtre qui s'appelle Les Pailles rompues, qui va être jouée en 1851. Et Jules Verne aussi se dit qu'il y a peut-être à regarder du côté de la science. De nombreuses revues commencent à être publiées à l'époque, dont une qui s'appelle Le Musée des familles, où il propose des petits articles sur des découvertes scientifiques, et également des contes, des nouvelles. C'est le premier pas de Jules Verne vers une création romanesque. Une autre rencontre littéraire va jouer un rôle important, ce sont les traductions des contes d'Edgar Poe, le conteur américain, qui sont faites dans ces années 1850, en particulier par Baudelaire, qui publie donc ces histoires extraordinaires d'Edgar Poe, que Jules Verne découvre comme beaucoup de ses contemporains, et il y trouve une manière nouvelle d'aborder l'extraordinaire, l'étrange, le merveilleux. Et c'est certainement cette lecture d'Edgar Poe qui oriente Jules Verne vers une inspiration qui lui sera particulière, celle d'écrire des romans dans lesquels ce ne sera pas l'étrange ni le fantastique qui occuperont la première place, mais les merveilles de la science. Jules Verne rencontre un éditeur qui s'appelle Jules Hetzel, qui précisément, à la fin des années 1850, envisage de publier une collection qui s'appellerait Bibliothèque d'éducation et de récréation, qui pourrait associer des récits, mais aussi des ouvrages scientifiques, permettant aux lecteurs, qui sont à cette époque-là avides de connaissances, de trouver à la fois les renseignements sur les grandes découvertes scientifiques, géographiques aussi, les explorations qui sont entreprises au ce milieu du XIXe siècle, de trouver aussi une certaine présentation agréable, une sorte de vulgarisation accessible à tous. Et Hetzel va donc créer une revue qui s'appelle le Magasin d'éducation et de récréation, magasin, on dirait aujourd'hui magazine. Et dans ce magasin, Jules Verne va être l'un des grands artisans, l'un des grands auteurs, puisque dès le premier numéro, en 1864, l'un de ses romans commence à y paraître en feuilleton. Il s'agit d'un roman sur la conquête du pôle Nord qui s'appelle « Les voyages et aventures du capitaine Hatteras ».
Mais si Hetzel accepte ainsi cette collaboration d'un jeune auteur, c'est parce qu'il lui a apporté plusieurs projets de romans. Le premier, 5 semaines en ballon, va être publié au début de l'année 1863, et Jules Verne annonce aussitôt qu'après ce roman qui est une exploration de l'Afrique en ballon, cette Afrique qui est encore inconnue dans les années 1860, il va s'intéresser à quelques lieux inexplorés, quelques lieux étranges, le centre de la Terre, le pôle Nord, le dessous des mers. Et l'éditeur Hetzel voit immédiatement que Jules Verne va répondre exactement à ce projet d'éducation et de récréation auquel il songeait. C'est ainsi que naît le projet vernien, projet de Jules Verne, mais défini aussi finalement avec son éditeur. Et l'éditeur jouera toujours un rôle important de conseiller, parfois pour indiquer des directions dans lesquelles l'auteur ferait mieux de s'engager plutôt que d'autres. Et ce projet va porter un nom, un titre général qui s'appelle « Voyages extraordinaires ». Et ces voyages extraordinaires, ce sont donc des romans, il y en aura plus de 60 à la mort de Jules Verne. Et ces romans vont tous correspondre à ce projet d'éducation et de récréation, c'est-à-dire associer à la fois une trame romanesque, des aventures, des péripéties parfois dangereuses pour les héros, qui vont découvrir des lieux plus ou moins bien connus, parfois totalement inconnus, et par ailleurs des connaissances qui sont données aux lecteurs, connaissances qui sont souvent géographiques lorsqu'on traverse des pays mal connus, mais aussi des connaissances scientifiques lorsqu'il s'agit d'évoquer telle nouvelle découverte ou des moyens de transport peu connus, comme les trains qui commencent à se généraliser, les bateaux qui sont maintenant un moyen de transport bien connu, bien maîtrisé, mais aussi des engins volants qui font leur apparition dans le ciel, les ballons, les aéronefs, qui serviront à ces personnages parfois à atteindre des lieux que une exploration ordinaire ne leur aurait pas permis d'atteindre. Pour composer ces voyages extraordinaires, répondre donc à ce projet d'éducation et de récréation que lui fixe son éditeur Hetzel, Jules Verne va adopter une méthode de travail assez particulière, assez personnelle. Il va se livrer d'abord à de nombreuses lectures techniques, scientifiques, dans des revues de vulgarisation souvent, prendre des notes. Parfois, il n'hésitera pas à aller consulter des spécialistes. Il va aller voir, par exemple, pour le voyage au centre de la Terre, où il s'agit de découvrir les dessous de notre globe, aller consulter un spécialiste des volcans, ou bien un géologue qui vont lui apporter quelques renseignements qu'il intégrera à son roman « Voyage au centre de la Terre ». Pour d'autres récits, en particulier tout ce qui concerne la marine, la navigation, Jules Verne peut ici profiter des connaissances de son frère, Paul, qui est un capitaine dans la marine, qui lui apporte là tous les éléments, tous les renseignements, les termes techniques aussi, car Jules Verne vise à une grande précision. Il se rattache en cela un peu à ce grand mouvement réaliste que la littérature connaît en France au XIXe siècle. Et sa méthode de travail, par certains côtés d'ailleurs, ressemble un peu à celle de Flaubert, qui passe aussi par une nombreuse prise de notes avant de composer et écrire des romans. Et puis souvent, la trame, l'histoire, le roman lui-même vient de la lecture même de cette documentation. C'est-à-dire qu'il va découvrir ainsi que dans tel pays se produisent des phénomènes qui peuvent être intéressants et vont lui suggérer un épisode. Et peu à peu, de ces lectures, donc naît le roman. Donc Jules Verne commence souvent par écrire une trame très simple, très rapide de quelques pages, et puis très vite il se lance dans l'écriture, avec une particularité assez étonnante que nous révèlent les lettres qu'il écrit à son éditeur, c'est que très souvent, il vit lui-même son roman, il se plonge véritablement dans l'action comme s'il en était le héros auquel il s'identifie, disant parfois « je suis en ce moment sous les mers » ou bien « je suis près du pôle Nord, j'ai froid » ou bien au contraire « je traverse l'Afrique et là j'ai très chaud ». Donc c'est
véritablement une fusion de l'auteur avec son sujet qui est assez curieuse. Alors ces notes de Jules Verne, bien sûr, elles sont précieuses. On en a retrouvé quelques-unes aujourd'hui qui sont conservées à Amiens, à la bibliothèque municipale, et elles nous permettent de suivre parfois quelle a été son inspiration, quelle a été sa méthode de travail, qui mérite donc d'être soulignée. L'œuvre de Jules Verne comprend plus de 60 romans, des contes, des nouvelles, regroupés sous ce titre de Voyages extraordinaires. Et donc, l'un des thèmes les plus présents dans cette œuvre, c'est bien sûr le thème du voyage. Et il est assez curieux de voir que les premiers romans s'orientent vers des lieux tout à fait inconnus, inexplorés à l'époque. Le premier roman, 5 semaines en ballon, c'est la découverte du centre de l'Afrique, qui au début du 19e siècle fait l'objet de plusieurs tentatives d'exploration, en particulier avec la recherche des sources du Nil. Et les personnages de Jules Verne vont donc se lancer à leur tour à la recherche de ce mystère géographique. Puis ce sera le pôle Nord vers lequel le capitaine Hatteras va se lancer dans un des premiers romans aussi. Le premier est publié dans le magasin d'éducation et de récréation. Et troisième lieu encore moins connu, le centre de la Terre, vers lequel vont descendre des explorateurs qui se lancent sur la piste d'un alchimiste qui prétend être parvenu au centre de la Terre. Et puis il y aura d'autres lieux moins connus aussi que Jules Verne va présenter, par exemple Les Dessous de la mer, dans 20 000 lieues sous les mers, qui est un de ces grands romans d'exploration de lieux mal connus. Certains de ces personnages ont donc se fixent un but, atteindre ces lieux inexplorés. Pour d'autres, le voyage va prendre une autre raison, ce sera rechercher une personne proche disparue. L'exemple des enfants du capitaine Grant de ce point de vue est intéressant puisque le capitaine Grant a fait naufrage quelque part sur une île et ces deux enfants vont monter une expédition pour tenter de le retrouver, ce qui va les amener à parcourir presque la totalité de notre globe pour tenter de retrouver ce père disparu. C'est un sujet que l'on retrouvera dans d'autres romans, par exemple Mistress Brannigan qui va se lancer elle aussi à la recherche de son mari disparu, ou bien le superbe Orénoque où une jeune fille va tenter elle aussi de retrouver son père qui a mystérieusement disparu sur ce fleuve de l'Amérique du Sud. D'autres voyages prennent une allure un peu différente, parfois on pourrait presque dire capricieuse. L'exemple du Tour du monde en 80 jours en est un, puisque on connaît tous l'histoire de cet Anglais excentrique, Phileas Fogg, qui présente toutes les caractéristiques d'un sédentaire, puisqu'il ne voyage que de sa maison jusqu'à son club à Londres, en ne faisant que quelques mètres simplement. Et puis un jour, ayant lu dans un journal que l'on pouvait faire un tour du monde en 80 jours, il va prendre un pari avec ses collègues du Reform Club qu'il est bien capable, lui, d'accomplir cet exploit en empruntant tous les moyens de transport qui sont suggérés dans cet article, bateau, train, et bien sûr son voyage ne va pas se dérouler comme il l'avait envisagé sur le papier. Il y aura des surprises, des déconvenues, des découvertes, des rencontres qui vont perturber la bonne suite de son trajet. Un autre caprice aussi, dans un roman peut-être moins connu, qui s'appelle Le Rayon Vert, c'est une jeune fille qui ne veut pas se marier tant qu'elle n'aura pas vu ce dernier rayon lancé par le soleil lorsqu'il se couche sur un horizon plat, en particulier sur un horizon marin. Et donc elle va entraîner ses oncles à sa suite découvrir les côtes de l'Écosse jusqu'à ce qu'elle ait vu ce fameux rayon vert lancé par le soleil. Il y a parfois aussi des voyages qui tournent mal, des personnages qui s'en vont pour un simple voyage touristique ou bien une traversée et qui vont connaître des péripéties parfois dangereuses, un naufrage en particulier qui va les amener sur une île déserte, ou bien des enlèvements qui vont là aussi causer une surprise assez désagréable au cours de leur voyage. Un exemple de voyage que je retiendrai, c'est Michel Strogoff,
puisque là nous avons un cas particulier. Il s'agit d'une mission qui va être confiée à un officier du tsar, alors que le pays, la Russie, est envahi par une horde de Tartares qui bloquent les communications. Et donc le tsar souhaite envoyer un message à son frère qui se trouve à l'autre bout du pays, en Sibérie. Et pour lui faire parvenir ce message, il n'y a plus de télégraphe, les lignes sont coupées. La seule solution est donc d'envoyer un messager, un officier de l'armée du tsar, qui s'appelle donc Michel Strogoff, qui est capitaine et qui va être chargé de cette mission. On pourrait dire que Michel Strogoff est une sorte de facteur, puisqu'il n'a juste un message à aller porter à quelques milliers de kilomètres, mais là aussi son voyage va être riche en aventures et mésaventures. Il va rencontrer une jeune fille qui va prendre sous sa protection, puis être victime de cette horde de Tartares qui le fait prisonnier, menace de le torturer, de l'aveugler, et enfin parvenir, non sans mal, jusqu'à son but pour tenter de délivrer ce message aux frères du tsar. C'est un roman pour lequel Jules Verne va particulièrement soigner la touche locale, se renseignant sur la Sibérie, sur la Russie, sur ces grandes plaines, cherchant à indiquer par exemple quels sont les insectes que l'on rencontre dans ces lieux, quels sont les animaux, quelles sont les différentes saisons auxquelles il vaut mieux qu'il imagine que son héros voyage. Et il va en particulier aussi utiliser, c'est une caractéristique de Jules Verne, beaucoup de mots étrangers, beaucoup de mots russes, donc il va introduire ici dans ce roman, où il va être question donc non pas de prendre une diligence, mais de prendre une tarantasse. On va parler non pas d'un cocher, mais d'un nimtchik. Et puis il va même être question des mesures. On ne va pas parler de lieues ou de kilomètres, mais de verstes. Et petite anecdote aussi qui nous fait un peu sourire aujourd'hui, Jules Verne va prévoir d'expliquer ce qu'est le caviar, ces œufs d'esturgeon que l'on mange sur certaines tables et qui est devenu aujourd'hui un plat bien connu. Nous sommes toujours dans la maison de Jules Verne à Amiens et dans cette pièce, nous partons en voyage, nous sommes à bord d'une cabine de navire ou peut-être même à bord du sous-marin, le Nautilus. Donc c'est le moment d'évoquer ces machines qui marquent l'œuvre de Jules Verne, qui est un des grands thèmes aussi de son œuvre, et qui est peut-être d'ailleurs l'aspect que le grand public retient le plus, sans doute parce que ces machines ont un côté spectaculaire assez souvent. Prenons l'exemple du Nautilus, puisque je viens d'en parler, c'est un engin sous-marin fabriqué par le capitaine Nemo, et qui est véritablement extraordinaire par rapport à l'époque, puisque ce roman est écrit en 1868-70, et à l'époque les sous-marins sont déjà une invention qui a fait ses preuves, mais les quelques sous-marins qui ont été fabriqués sont de toute petite taille. On a retrouvé récemment certains d'entre eux qui avaient servi aux États-Unis lors de la guerre de Sécession. Et ce sont des engins de quelques mètres de longueur qui peuvent flotter sous l'eau à quelques mètres de profondeur, là aussi. Il y a eu aussi des expériences dans la Seine. On a retrouvé d'ailleurs un article que sans doute Jules Verne a lu d'une cloche à plongeur qui était descendue dans la Seine et qui s'appelait le Nautilus. C'est d'ailleurs ce nom qu'il va reprendre pour le donner au sous-marin du capitaine Nemo, mais sans doute aussi en pensant à un inventeur un peu plus ancien, un ingénieur qui s'appelle Fulton, et qui en 1802 avait déjà proposé en tout cas à Napoléon Ier d'utiliser un sous-marin pour conquérir l'Angleterre, un sous-marin qu'il appelait déjà le Nautilus. Donc Nautilus, c'est un nom d'animal qui est un animal qui vit sous l'eau et qui inspire ainsi cette envie des êtres humains de parcourir les dessous des mers à bord de machines qui leur permettent d'atteindre des profondeurs extrêmes. Et le sous-marin du capitaine Nemo est un exemple de cette machine tout à fait étrange, presque irréaliste, puisque c'est un énorme sous-marin de plus de 40 mètres de longueur, à bord duquel peuvent vivre au moins 10 ou 15 personnes qui composent son équipage.
Il y a aussi à bord du Nautilus, et là c'est véritablement l'étonnement de ceux qui le découvrent en lisant le roman, il y a une bibliothèque de plus de 10 000 volumes, il y a des œuvres d'art qui sont exposées sur les murs du salon du capitaine Nemo, des tableaux, des sculptures, il y a des grandes vitrines dans lesquelles il expose des curiosités qu'il a lui-même recueillies au fond des mers. Autrement dit, c'est un sous-marin qui est une sorte de petit appartement qui vogue ainsi sous les eaux et qui, à l'époque où Jules Verne écrit son roman, serait tout à fait irréalisable, bien sûr, et peut-être même encore aujourd'hui, lorsque l'on voit souvent la taille des sous-marins où les pièces et les lieux de déplacement sont assez restreints. Et ce Nautilus permet au capitaine Nemo de découvrir les dessous des mers, de parcourir les océans, d'observer les animaux. Il va faire ainsi des sortes de zoos naturels en suivant l'évolution d'une huître géante qui fabrique une perle de taille gigantesque également. Il va observer des animaux, il va aussi recueillir parfois dans des épaves des trésors qui vont lui permettre de financer des peuples qui se rebellent contre la tyrannie. Car Nemo est aussi un homme qui s'est révolté, qui a quitté son pays, qui a emmené avec lui quelques compagnons et qui a décidé à bord de ce Nautilus de ne plus avoir aucun contact avec la société, si ce n'est lorsqu'il rencontre un navire qu'il estime être un ennemi pour le couler avec son engin qui se transforme alors en arme de guerre. Ce Nautilus a beaucoup frappé les imaginations, il va d'ailleurs faire l'objet d'adaptations au cinéma et en particulier dans les années 1950, les studios Walt Disney en ont tourné un film qui encore aujourd'hui a un certain succès car il a su reconstituer à l'écran les grandes scènes du roman, les découvertes des fonds sous-marins, la lutte contre un poulpe géant, des éruptions sous-marines, etc. Ce sous-marin, Nautilus, n'est pas la seule machine que Jules Verne propose dans ses romans. On pourrait penser à un autre moyen de transport assez curieux, qui lui est un moyen de transport terrestre, cette fois, qui s'appelle La Maison à vapeur. C'est un roman moins connu que 20 milieux sous les mers, qui paraît une dizaine d'années après, en 1880. Et cette maison à vapeur, c'est une fantaisie d'un Maharaja indien qui veut se faire fabriquer une maison roulante, une maison qui se déplace, qui lui permettrait de parcourir les Indes ainsi avec tout son mobilier, ses propriétés, ses domestiques. Et donc un ingénieur va lui fabriquer un train avec une locomotive et deux voitures qui vont suivre cette locomotive. L'originalité, c'est que cette locomotive va prendre l'apparence d'un éléphant. Autrement dit, elle prend une sorte de couleur locale pour voyager aux Indes. C'est un éléphant gigantesque qui dissimule en fait tout le mécanisme de la locomotive et qui permet à ce Maharaja de se déplacer. Puis, s'étant lassé de ce jouet, il va le revendre à un militaire anglais qui va ainsi reprendre à son tour cette machine pour parcourir les Indes, connaître différentes aventures. Et puis, un troisième exemple, cette fois qui nous oriente vers les airs, ce sera l'Albatros de Robur le Conquérant. Alors, Robur le Conquérant est un roman qui paraît en 1886. Et cette fois, c'est la conquête de l'air qui est au centre de l'ambition de ce personnage, qui est lui aussi un ingénieur. Les personnages d'ingénieurs sont très, très fréquents dans l'œuvre de Jules Verne. Ce sont des gens qui imaginent et qui fabriquent eux-mêmes. Et donc, Robur va avoir l'ambition de rejeter la conquête de l'air avec les ballons, avec les aérostats, avec ce qu'on appelle à l'époque les moins lourds que l'air, et lui il s'oriente vers ce qu'on appelle le plus lourd que l'air, en imaginant alors, non pas un avion avec des ailes, mais une sorte d'hélicoptère, un bateau soulevé par des hélices horizontales, un engin qui va s'appeler l'Albatros, et on pourrait penser qu'en lui donnant ce nom, Jules Verne pense bien sûr à l'oiseau qui porte ce nom, mais peut-être aussi à un poème de Baudelaire que Jules Verne connaît bien, qu'il a lu dans sa jeunesse et qu'il relit régulièrement.
L'albatros est aussi une invention assez peu vraisemblable, mais qui, par les explications qu'en donne Robur, permet de se déplacer, de parcourir l'ensemble de la planète. Et pour bien démontrer la supériorité de cet engin sur les ballons, Robur décide d'enlever des partisans du plus léger que l'air, des partisans des ballons, pour leur faire la démonstration. Donc il n'hésite pas, il va enlever deux pauvres ballonnistes américains, va les séquestrer à bord de son engin, l'Albatros, et leur montrer la supériorité de celui qu'il a fabriqué, en leur faisant faire un tour du monde. Ainsi, ils vont survoler différents pays, partir des États-Unis, survoler l'océan Pacifique, survoler le continent chinois, traverser rapidement l'Europe, arriver au-dessus de Paris. Ils vont pouvoir même admirer la tour Eiffel qui est en construction à l'époque. Puis revenir aux États-Unis où ils vont parvenir à s'échapper, pas vraiment convaincus finalement par leur aventure, mais Robur fera malgré tout la démonstration que l'avenir est sans doute au plus lourd que l'air, ouvrant la voie à ce qui va devenir des hélicoptères d'une part et aussi des avions. Bien sûr, il y a aussi dans l'œuvre de Jules Verne des moyens de transport beaucoup plus ordinaires qui ne sont pas aussi étranges que le Nautilus ou que l'Albatros. Bien souvent, ces personnages vont emprunter des moyens de transport comme le train, le bateau, parfois le ballon aussi, qui est bien pratique pour survoler certains pays. Et Jules Verne lui-même, d'ailleurs, connaît bien un certain nombre de ces moyens de transport. Il a fait lui-même une traversée de l'océan Atlantique pour aller visiter, passer quelques jours aux États-Unis à bord d'un navire gigantesque qu'il aurait presque pu inventer s'il n'avait pas déjà existé. C'est un navire immense, un immense bateau qui s'appelle le Great Eastern, le grand qui est tourné vers l'est, si on essaie de le traduire en français. Et ce Great Eastern fait la traversée entre l'Angleterre et les États-Unis, emmenant, sa capacité étant énorme, il peut emmener jusqu'à 4000 passagers. Et Jules Verne, avec son frère, va être l'un des passagers. En 1867, il fait la traversée depuis l'Angleterre jusqu'aux États-Unis, visite New York, va jusqu'aux chutes du Niagara. Et ce voyage lui inspire un roman auquel il va donner un titre tout à fait parlant, Une ville flottante, qui paraît en 1871, où il imagine donc une trame, une aventure qui va se dérouler à bord de ce navire gigantesque, où des passagers de différentes origines peuvent se rencontrer, peuvent se retrouver. Dans ses romans, Jules Verne joue souvent sur le thème de l'extraordinaire. Alors l'extraordinaire, c'est sans doute un adjectif qu'il emprunte aux histoires extraordinaires d'Edgar Poe, mais Jules Verne va en faire une utilisation très personnelle. D'abord, on pourrait se dire qu'il y a dans son œuvre différents types d'extraordinaire. Il y a ce qui sort de l'ordinaire, tout simplement, des événements curieux, bizarres, des coïncidences. Par exemple, à bord d'un navire géant qui fait la traversée entre l'Angleterre et les États-Unis, le Great Eastern, deux personnages se retrouvent, deux ennemis, qui décident de se battre en duel sur le pont du navire. Chacun sort son épée. Un orage éclate à ce moment-là, et alors que le traître va s'en prendre au héros désarmé, il lève très haut son épée, et à ce moment-là, la foudre tombe et le tue instantanément. Jules Verne souligne que c'est effectivement quelque chose d'assez extraordinaire, cet événement qui s'est produit précisément, la foudre qui frappe précisément au moment où le personnage brandit son épée. Mais il utilise donc un phénomène tout à fait naturel, tout à fait connu, l'orage et la foudre, pour en faire une scène presque étrange, presque fantastique, comme si le ciel avait décidé de frapper le personnage méchant. Dans d'autres circonstances, ce sont des paysages qui se présentent sous une forme extraordinaire, là aussi, lorsque, par exemple, le capitaine Hatteras s'approche des régions du pôle Nord, il découvre des glaces, des icebergs qui ont parfois des formes étranges,
qui lui font presque penser à des villes, des bâtiments qui seraient là, construits par quelques civilisations polaires, des phénomènes aussi d'aurore boréale, mais chaque fois, un savant qui accompagne l'expédition vient expliquer que ce sont ou les hasards de la nature, ou bien des phénomènes tout à fait bien connus qui expliquent que c'est ce moment un peu extraordinaire que les personnages traversent. Et puis il y a des lieux plus étranges, par exemple dans les dessous de la Terre que les explorateurs vont découvrir dans le roman Voyage au centre de la Terre. Cette fois, il y a des découvertes tout à fait curieuses, tout à fait presque fantastiques, puisque en descendant dans les entrailles de la Terre, normalement, ils se disent que la chaleur va devenir de plus en plus forte à mesure qu'on approche de ce magma qui est au-dessous de l'écorce terrestre. Et à leur grande surprise, ils constatent que d'abord la température évolue peu, et que bientôt ils arrivent même dans une immense caverne, une caverne géante, qui contient une mer qui a sans doute la même taille que la Méditerranée, ce qui donne donc une idée de cette caverne immense. Et cette caverne immense, elle est éclairée par des phénomènes de phosphorescence, peut-être dus à des champignons. Et cette mer, ils vont donc devoir s'engager à bord d'un radeau pour la franchir, et là vont s'apercevoir que cette mer, elle est peuplée de monstres préhistoriques, d'animaux qui auraient survécu dans les entrailles de la Terre. Un peu plus loin, une scène encore plus extraordinaire attend les voyageurs, et ils vont apercevoir, sans être bien sûrs d'ailleurs de ce que leurs yeux voient réellement, ils vont apercevoir un troupeau de mastodontes, un troupeau de mammouths guidés par un homme géant. Mais peut-être, se disent-ils, n'est-ce qu'une vision que la fatigue et l'illusion leur fait croire, et que ce n'est pas véritablement un troupeau réel ni un homme réel qu'ils ont ainsi aperçu. Jules Verne, cette fois, s'approche un peu, on le voit, du fantastique, de ce qui est en dehors de la réalité, de ce qui est vraiment extraordinaire, au sens le plus fort du mot. Et d'ailleurs, dans certains de ses romans, il joue ainsi sur une certaine ambiguïté. Un roman peu connu s'appelle Le Sphinx des glaces, publié en 1897, donc vers la fin de la vie de Jules Verne, qui est mort en 1905. Et le Sphinx des glaces nous ramène vers cette admiration que Jules Verne avait pour l'écrivain américain Edgar Poe, puisque c'est un roman qui veut faire une suite, un prolongement à ce roman qu'Edgar Poe a laissé un peu inachevé, qui s'appelle Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Et donc dans le Sphinx des glaces, nous voyons des personnages partir à la recherche d'Arthur Gordon Pym, se diriger donc vers le pôle sud à bord d'un navire. Et ce sera bien sûr une expédition très compliquée, puisque bientôt le navire va se trouver bloqué par les glaces. Il va falloir donc continuer sur les glaces elles-mêmes. Et là, découvrir soudain un phénomène tout à fait curieux, une montagne en forme de sphinx, donc identique à ce sphinx que l'on connaît tous dans les sables de l'Égypte. Et là, ce sphinx a en plus la particularité d'être un aimant géant, c'est-à-dire que cette montagne en forme de sphinx attire à elle tout ce qui est en métal, donc les armes, les clous des navires, les objets que les marins peuvent avoir sur eux. Et la question qui va rester en suspens, c'est est-ce que ce sphinx aurait été sculpté par une civilisation qui autrefois a peuplé la Terre et a disparu, ou bien, comme c'est souvent le cas dans d'autres romans, un simple caprice de la nature, une forme que le hasard a donnée à ce rocher. On restera dans l'interrogation à la fin de ce roman. Dans d'autres récits, l'extraordinaire reprend des formes, cette fois en s'appuyant sur des découvertes scientifiques, et ce qui permet aussi à Jules Verne de toujours rester aux frontières du fantastique. Parlons du Château des Carpates, un roman paru en 1892, où nous trouvons tous les ingrédients du roman fantastique, du récit étrange, puisque nous avons d'une part un château en partie en ruine, qui se dresse dans les montagnes des Carpates, donc en Roumanie.
Ce château a très mauvaise réputation dans le village qui est à proximité de ces ruines. On prétend que c'est le diable qui habite dans les ruines du château. Et effectivement, il se produit des choses assez curieuses. On y voit parfois des lumières, des formes qui semblent s'élever au-dessus des ruines du château. Un villageois va donc essayer d'en savoir un peu plus, tente de s'approcher de ce mystérieux château des Carpates, et il va être repoussé par une force invisible, une force inconnue. Il revient donc au village, très étonné de cette aventure qui lui est arrivée, et à ce moment-là arrive dans le village un voyageur qui lui aussi est très intrigué par ce château. Ce voyageur, c'est un jeune homme qui a perdu quelques années plus tôt la jeune femme dont il était amoureux, une cantatrice italienne qui s'appelle la Stilla. Et inconsolable, il erre ainsi depuis plusieurs années dans différents pays d'Europe. Il arrive donc par hasard dans ce petit village près du château des Carpates et lui aussi va avoir l'envie de percer le mystère. Il s'approche donc à son tour des ruines du château et à sa grande surprise, qu'aperçoit-il sur le donjon? Il aperçoit la silhouette de la jeune femme qu'il croyait morte, cette jeune femme dont il était amoureux, la Stilla, qui lui apparaît ainsi comme un fantôme. Il parvient à entrer dans le château et là, il va découvrir l'explication de tous les mystères qui jusque-là avaient effrayé les villageois et qui aussi expliquent cette apparition fantomatique à laquelle il a lui-même assisté. Tout cela va s'expliquer d'une manière scientifique dans la mesure où dans ce château vit en reclus un vieil original qui était aussi un admirateur de cette cantatrice, la Stilla, dont il avait fait faire des enregistrements sonores et également il en avait fait faire un tableau. Et pour se consoler lui aussi de la disparition de cette actrice qu'il admirait, cet original demande à un savant qui est à son service de lui repasser régulièrement des enregistrements de la jeune femme. Ce sont donc ces sons que les villageois entendent parfois, qui les effraient, de le projeter sur un mur ou sur un écran, le tableau de la jeune femme en même temps que les enregistrements, donc ce qui explique l'apparition fantomatique. Et puis pour être tranquille, pour ne pas être dérangé par ses villageois voisins, cet original aussi s'amuse parfois à projeter sur des nuages des monstres, des images de monstres qui effraient les villageois. On voit donc ici dans ce roman comment Jules Verne joue sur les thèmes du fantastique, d'Hoffmann, d'Edgar Poe aussi, mais pour finalement tout expliquer d'une manière rationnelle, scientifique, qui dissipe un peu l'étrange, mais reste malgré tout dans l'extraordinaire. Jules Verne a parfois la réputation d'être un prophète scientifique, un précurseur, et cette étiquette qui lui est donnée n'est pas tout à fait exacte. Même s'il est vrai que dans ses romans, on trouve parfois l'annonce de ce que l'avenir va réaliser, le projet d'aller sur la Lune, inventé en 1865 par des ingénieurs américains, présente certaines ressemblances assez curieuses avec ce que feront 100 ans plus tard les États-Unis en envoyant des hommes sur la Lune. Le Nautilus annonce lui aussi les sous-marins, les grands sous-marins nucléaires du XXe siècle et du XXIe siècle, et certains engins volants aussi préfigurent ou les avions ou les hélicoptères. Mais bien souvent, ces inventions de Jules Verne sont fondées sur des réalisations de son époque. Il ne fait souvent qu'utiliser, amplifier parfois certaines inventions qu'il a connues. Et pour certaines d'entre elles, même, il a pu se renseigner auprès d'ingénieurs, auprès de personnes qui pouvaient le conseiller pour donner à ses romans plus de vraisemblance. Il n'empêche que Jules Verne, voyant parfois l'évolution du monde qui l'entoure et à mesure que le XIXe siècle avance, se pose des questions sur le devenir de l'humanité, sur l'utilisation de certaines inventions à des fins meurtrières. Il y a ainsi un roman publié en 1879 qui s'appelle « Les 500 millions de la Bégomme » et qui est tout à fait intéressant parce qu'il est à la fois
très inscrit dans son époque, mais pose aussi des questions toujours actuelles. Une Begum, donc une riche indienne, a laissé en héritage 500 millions qui vont se partager entre deux héritiers. L'un est un médecin français et l'autre un ingénieur allemand. Et nous sommes donc quelques années après la guerre de 1870 qui a précisément opposé les deux pays, la France et l'Allemagne. Le médecin français va consacrer cet argent à bâtir une ville idéale qu'il appelle Franceville, dans laquelle les habitants vont vivre d'une manière tout à fait hygiénique, respectant la nature, respectant les règles de santé, de sobriété. Une sorte de ville parfaite où, si l'on en croit ce médecin, les gens pourront vivre plus heureux et plus longtemps. Et puis en face de cette ville heureuse, de ce petit paradis sur terre, l'ingénieur allemand va lui construire une autre ville qui est une véritable industrie, une usine à fabriquer des armes, et en particulier, jaloux de son rival, il va construire un canon géant destiné à détruire Franceville. Ce canon géant est un canon immense tel qu'on n'en a jamais encore construit sur Terre, et il va donc projeter un immense obus qui, en explosant, devrait détruire la ville elle-même. Donc deux conceptions ici de ce à quoi peut servir l'argent et de l'utilisation possible par deux personnes avec une idéologie opposée, l'un tourné vers la guerre et la destruction, l'autre tourné vers le bonheur et la paix. Et dans d'autres romans, Jules Verne pose à nouveau cette question des armes. Il y a ainsi un roman assez peu connu qui s'appelle Face au drapeau, publié en 1896, dans lequel un ingénieur français a inventé un explosif d'une puissance extraordinaire, d'une puissance terrible, qui peut, avec quelques gouttes d'explosif, détruire un navire d'une seule explosion. Ce savant français propose d'abord son invention à son propre pays, la France, qui ne se déclare pas intéressée. Puis il se tourne vers l'Allemagne, qui est l'ennemi héréditaire de la France à l'époque. Heureusement, le gouvernement allemand rejette aussi cette invention. Mais ce sont finalement des pirates qui enlèvent ce savant français et qui vont utiliser son invention pour détruire des navires, pour ainsi s'enrichir. Le savant français est donc amené à utiliser sa propre invention pour ainsi à des fins destructives. Et en particulier, il y a une scène finale où un navire français s'approche de l'île sur laquelle les pirates et lui ont trouvé refuge. Et c'est en apercevant le drapeau français arboré par ce navire que, enfin, le savant français va renoncer à utiliser son explosif, le retourner contre ceux qui l'emploient. Mais on voit que dans ce roman, encore une fois, Jules Verne se pose la question de l'utilisation de ces armes qui deviennent de plus en plus destructrices à la fin du XIXe siècle. Il se pose aussi des questions sur le devenir de notre globe, des questions que l'on pourrait qualifier d'écologiques, sur, par exemple, comme Nemo qui constate que certaines espèces sous-marines commencent à disparaître et il se demande s'il ne faudrait pas interdire la chasse de certaines espèces, s'il ne faudrait pas interdire la pêche de la baleine, la chasse des cachalots, des dauphins, qui se livrent à l'époque en totale liberté, mais qui risquent bientôt de faire disparaître certaines espèces, au moins du fond des mers. Nemo est ainsi un écologiste avant la lettre qui s'interroge sur le devenir de ce globe, de l'équilibre des espèces qui le peuplent. Jules Verne, plus qu'un précurseur scientifique, m'apparaît donc comme un chroniqueur de son temps, quelqu'un qui se fait dans ses romans le reflet de certaines des interrogations de son époque sur l'évolution des inventions. Quand feront les êtres humains, en feront-ils un usage pacifique, un usage qui amènerait le bonheur à chacun, ou bien au contraire, en feront-ils un usage beaucoup plus dangereux qui mènerait vers des guerres et des destructions?
Et à mesure que son œuvre avance, on sent le pessimisme beaucoup plus marqué dans les romans de Jules Verne. Le dernier auquel il travaille, l'étonnante aventure de la mission Barsac, va à nouveau poser la question des armes et de leur utilisation. Et une nouvelle que Jules Verne écrit aussi et qui apparaît comme une sorte de testament littéraire, L'Éternel Adam, évoque cette fois un cataclysme qui va détruire toute l'humanité, une dernière histoire, un dernier récit qui évoque la fin du monde, un Jules Verne décidément bien pessimiste sur le devenir de sa planète.